On essaye de faire tout pareil que vous, à un détail près évidemment. Oui. Un détail qui compte parce que au moment de trouver le troisième, bah, il faisait plus dans la couleur qu'on voulait. Excusez-moi, je suis autant français que lui, hein. Excuse me. You fuck my wife. Ce que vous venez de voir n'existe plus, puisqu'on appelait ça l'esprit canal. Alors, bienvenue. Dans cette vidéo, on va parler de 40 ans de Canal+, puisque oui, la chaîne cryptée a fêté ses 40 ans, son 40e anniversaire ce lundi 4 novembre. Alors, pourquoi je vous parle d'esprit canal? Pourquoi je vous montre cet extrait? Pourquoi j'ai essayé de mettre un petit peu les choses, un petit peu le décor par rapport à ce thème-là? Puisque non, ce n'est pas un thème comme les autres. Générique. Alors concrètement, il faut savoir que la télévision française, elle a évolué mais depuis plein d'années, puisque au départ, on avait 3 chaînes dans les années 70 et début des années 80. On avait la Une, donc TF1, qui s'est privatisée en 1987. Depuis, elle est toujours privatisée, encore aujourd'hui. On avait Antenne 2, qui est devenue France 2 dans les années 90, et France 3, la chaîne des régions, qui est devenue, qui est passée de FR3 à France 3, comme France 2, dans les années 90. Mais Canal+, quand est-ce que c'est né et d'où ça vient? Quelles sont les bases? Quels sont les concepts? Et qu'est-ce que c'est devenu aujourd'hui? Après 7 ans de Valéry Giscard d'Estaing, la France change de volonté au niveau de sa politique et François Mitterrand est élu le 10 mai 1981. Si je parle de ce président-là, c'est pas pour rien. Il aura décidé avec son directeur de cabinet, André Rousselet, de monter une équipe. C'était pas forcément les plus affûtés niveau audiovisuel, c'était plutôt des informaticiens du fond de la classe, si vous voyez ce que je veux dire. Et bien, à eux seuls, ils ont réussi à mettre en place, à concevoir cet esprit de chaîne cryptée. L'équipe de Léo Cher continue de travailler, mais André Rousselet va faire appel à des hommes nouveaux, notamment Marc Tessier, directeur financier d'Havas. Début 83, le gouvernement écarte l'hypothèse d'une chaîne culturelle prônée par certains et confie officiellement au groupe Havas la mission de lancer la 4e chaîne. Puisque non, le but n'était pas forcément de faire de la pub pour financer, parce que ça coûte de l'argent une chaîne de télévision, mais le but était plutôt une chaîne d'abonnement, une chaîne à péage. Et c'est pour ça que Pierre Lescure a été le membre, enfin un des membres de cette équipe-là, qui a fait en sorte que Canal naisse un 4 novembre 1984. Alors, si on devait résumer Canal+, de base, c'était la volonté de mettre le foot et les films X. C'est souvent comme ça que Canal+ a été représenté. Mais non, ce n'est pas seulement ça, et c'est bien plus encore. Ce 4 novembre 1984, qu'est-ce qu'on y découvre? Il a à peine 8 heures qu'André Rousselet, le directeur de Canal+, ouvre l'antenne, et c'est là que naissent bon nombre d'émissions qui deviennent cultes par la suite. Il est 8 heures, 4 novembre, ouverture de l'antenne de Canal+. On a le top 50, on a les infos, on a plein de choses qui font que ces formats-là vont perdurer dans le temps et que certaines chaînes vont s'en inspirer pour faire la même chose, à tel point que ça a tellement bien marché. Par exemple, si vous voyez cet habillage-là que j'ai repris, ce n'est pas le logo officiel de la chaîne, de ma chaîne. Je me suis inspiré des codes. Alors qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir qu'on a un anneau pour montrer le fait que c'est un cercle, que c'est infini. Et on a aussi une écriture très simple sur un fond noir. Le but est de faire captiver le spectateur avec des choses banales. Et tous les jingles, par exemple, c'est pas forcément habituel, puisque c'est juste un fond noir avec, en gros, le nom de la rubrique qui est dessus. Et ça, du coup, ça va être un peu la signature de Canal+.
Et l'un des fondateurs de cet esprit Canal au niveau de l'habillage, c'est Étienne Robial. Alors, il y a une vidéo sur YouTube qui est hyper intéressante. Elle explique comment les traits ont été conçus, la police d'écriture, puisque oui, ce n'est pas forcément le Futura que l'on connaît. La police Futura a été modifiée pour être pour les traits de Canal. Toutes les lettres de l'alphabet ont fait que, quasiment toutes, ont eu un petit changement. Enfin voilà, il y a eu plein de transformations. Une signature pour qu'on puisse reconnaître Canal+, et qu'elle puisse se démarcher, et surtout arriver à se démarquer pour l'audiovisuel de cette époque-là, dans les années 80. Alors, on avait Coluche Info, on avait le Top 50, on avait Michel Denisot, on avait Philippe Gildas, on avait Antoine Decaune, et justement, sur toutes ces personnes-là, on avait forcément l'époque, enfin plutôt l'ère nulle part ailleurs. Et ça, on va en parler parce qu'il y a des choses à dire dessus. Nulle part ailleurs, alias NPA. Alors cette émission qui a vu le jour en 1987 a tout de suite été présentée par Philippe Gildas. Et pendant 10 ans, jusqu'en 1997, il va présenter, c'est un peu cette émission de talk show où tout le monde se met autour d'une table, on parle un petit peu de l'actualité, de sujets avec des invités, mais il y a du show autour, il y a des chroniques, des émissions, il y a des petites capsules, et dedans on va retrouver plein de choses cultes, comme par exemple Antoine Decaune qui fait ses présentations avec ses personnages, que ce soit seul ou avec José Garcia. Et à eux deux, franchement, ils ont révolutionné la façon de rigoler en fait. Et c'est ça que cet esprit-là, avec les autres émissions, comme les Ânes de l'info en 1988, qui deviendront les Guignols de l'info 2 ans plus tard, et qui vont durer jusqu'en 2018. 30 ans d'émissions satiriques qui a vu le jour pendant cette époque-là de nulle part ailleurs. On a quoi d'autre? On a Jérôme Bonaldi qui présentait des objets assez farfelus. On avait plein de capsules qui étaient dans cette émission et qui a installé le principe de se divertir tout en apprenant. Et puis plus tard, 1997, alors Antoine Decaune voulait bien sûr avoir la reprise de l'émission, il voulait remplacer Philippe Gildas, mais au final, il est parti parce qu'il a vu que ça ne marchait pas et qu'il ne pouvait pas prendre sa place de numéro 1. Alors, bien sûr, s'ensuit plusieurs présentateurs. Au fil des ans, jusqu'en 2001, on aura l'émission qui va décliner avec tellement de personnes qui ont présenté qu'au final, on se demandait si c'est pas les invités qui restent plus longtemps que les présentateurs. On avait Guillaume Durand pendant 2 ans, on a eu Nagui, et puis après, on a eu tellement de présentateurs qui se sont chevauchés. Enfin, c'était trop pour l'époque, et ça a perdu les téléspectateurs à tel point qu'en 2001, le 15 juin 2001, ça a marqué le dernier jour de Nulle part ailleurs. Nous sommes en 2001, vous êtes pour la dernière fois devant Nulle part ailleurs. Bonsoir. Alors ce qui était aussi top, c'est qu'on avait des musiciens, on avait plein de choses, des concerts, des spectacles avec plein d'artistes français comme internationaux, et ça faisait franchement une ambiance. On a envie de vivre ça, on a envie de se poser le soir, après une longue journée de travail, se poser et profiter, tout simplement. Alors bien sûr, la chaîne elle ne se résout pas à Nulle part ailleurs, mais c'est cette émission qui a marqué l'esprit Canal. Alors qu'est-ce que c'est? C'est de la déconne, c'est de la bonne humeur, c'est du rire, c'est aussi le fait de transcender les codes. C'est cette manière-là de voir l'humour, mais différemment. Que ce soit avec la caricature, que ce soit avec des personnages, que ce soit avec une mise en scène, que ce soit avec une situation, que ce soit avec n'importe quel événement. L'esprit Canal, c'est de rigoler d'une situation avec un esprit particulier. Alors des fois, on peut traiter ça de bof, on peut traiter ça de pas terrible. Il y a plein de personnes qui vont pas aimer, bien sûr. Mais dans la plupart du temps, l'esprit Canal se résume à du second degré, mais différent des autres. C'est pour ça que ça a fait en sorte que cette chaîne, elle se distingue de ses concurrentes.
Et c'est à partir de 1989 que Canal+ va décider d'être à fond dans le cinéma, en y apportant sa contribution, avec plein de choses, avec des films qui marchent, des films qui marchent moins. Pas pour toutes, malheureusement, pour rien y faire. Après, il n'y a pas que le cinéma, il y a le football. Et c'est dès 1992 que Canal+ se retrouve à être en acquisition des droits de la Ligue 1 de football. En fait, c'est vraiment pour affirmer le statut de Canal+ comme une chaîne incontournable pour les fans de sport. Pour que les personnes qui regardent Canal+, ce soit des personnes qui aiment l'humour, le sport, le cinéma, tout ça, c'est trois choses pour les dirigeants de l'époque de cette chaîne-là. Ils pensent que ces trois piliers peuvent faire que Canal+ ait sa signature et sa marque et son esprit pour assez longtemps. Malheureusement, les actionnaires vont être de passage et ça va être un raz-de-marée. Alors en 2002 d'abord, on avait Pierre Lescure qui était président de Canal+, en succession d'André Rousselet qui avait quitté ses fonctions en 1994. Et alors là, on avait un actionnaire du groupe Vivendi, Jean-Marie Messier, qui n'était pas forcément apprécié au sein de la chaîne, au sein des équipes, de la production, enfin des productions, des membres de Canal+, enfin plutôt les employés. Et petit à petit, il a pris des parts dans Canal+, Canal+ qui a voulu s'agrandir, et malheureusement le fait qu'il y ait autant d'actionnaires a fait que, même s'il lui apportait sa confiance, il lui donnait forcément une durée, Jean-Marie Messier, il donnait une durée à Pierre Lescure pour qu'il puisse remettre Canal+ sur de bons pieds. Et le problème c'est que, il l'a limogé en très peu de temps par rapport à ce qu'il avait dit. Une véritable Lescure mania. Près de 2000 personnes avaient envahi l'avenue Friedland devant le siège de Vivendi Universal. Salariés abonnés étaient venus dire leur soutien à Pierre Lescure, mais aussi leur peur. La peur de voir Canal+ perdre sa liberté éditoriale et sa différence. Alors là, c'était une galère générale. Les employés ont été vraiment furieux. Il y a eu des grèves, il y a eu des manifestations, il y a eu plein de choses pour refuser que Pierre Lescure il soit dégagé, on va dire, de Canal+. Et ben non, ça n'a pas empêché que Jean-Marie Messier limoge Pierre Lescure en avril 2002. Et là, on pourrait dire, ce premier jet va pas faire de mal. Ben si, malheureusement, ça va pas apporter les meilleurs experts, enfin les personnes qui sont plus proches de l'esprit Canal que d'autres. Bon, concrètement, le fait de mettre d'autres personnes qui sont pas forcément en esprit avec l'esprit Canal, sans mauvais jeu de mots, le fait juste de mettre des personnes qui savent faire les comptes, faire tout ce qui est entreprise, entrepreneuriat, d'accord, mais ça allait pas avec l'ADN de la chaîne. Et c'est ça que Pierre Lescure, il refusait un petit peu. Il voulait pas être dans le chiffre. Lui, il était plutôt dans l'humour parce qu'il savait que ça portait du monde et ça se faisait naturellement. Et ça a commencé, et c'est là que ça a commencé petit à petit le déclin de Canal+. Et là, en 2015, le deuxième jet a été quasiment fatal, puisque Vincent Bolloré a pris des parts à Canal+ pour devenir actionnaire majoritaire et après le directeur de Canal+, et ça a fait énormément de mal pour les émissions. Alors entre 2002 et 2015, on a plein de nouveautés qui sont arrivées, même si Nulle part ailleurs c'est fini, les Guignols sont restés, on a eu le Grand Journal, un petit peu l'enfant de Nulle part ailleurs, avec justement Antoine Decaune qui a fait son apparition, et ça, pour la petite parenthèse, c'est assez drôle de savoir qu'il a fait son comeback, il a enfin pu présenter une émission de talk show, donc Michel Denisot qui a aussi présenté cette émission, donc le Grand Journal, et dedans on avait par exemple le Petit Journal, une petite rubrique avec Yann Barthès, et progressivement, dès que Vincent Bolloré a fait son arrivée, et ben Yann Barthès a pris cette émission, avec le concept et tout ce qui va avec, et l'a transposé chez TMC, pour que ça devienne quotidien. Oui, l'émission que vous voyez en ce moment,
qui fait un peu polémique des fois pour ses idées politiques et son idéologie par rapport à certains mouvements, et ben là, faut savoir que plein d'émissions ont migré vers d'autres chaînes et d'autres n'ont pas tenu le coup, ont dû être supprimées. Et c'est là qu'en 2015, les Guignols, et ben Bolloré a voulu les faire disparaître. Le public était tellement furieux contre ça qu'en décembre 2015, ils ont fait leur retour, mais si j'en parle, c'est pas pour rien. Bolloré a voulu tout changer. Il a changé les auteurs, les personnes qui font le texte, les personnes qui font un petit peu l'humour de cette chaîne, de cette émission. Et ben, ça s'est senti tout seul. Et progressivement, au fil des années, entre 2015 et 2018, les audiences ont chuté parce que la formule n'était plus la même. Et ça, c'est pour quasiment toutes les émissions. Et malheureusement, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on retrouve sur Canal+? On retrouve bien sûr les Césars, comme tous les ans, mais plus principalement, le cinéma et les séries. Sans compter le foot, mais ça, du coup, même si ces trois piliers sont encore un petit peu là, et ben plus personne regarde. Et sans compter l'émergence de Canal+ aussi, en abonnement streaming. Ça, c'est un peu la solution que la chaîne essaye de faire pour se rattraper. Après, ça ne marche pas forcément. Non, même quasiment pas du tout. Alors, bien sûr, on a l'humour, un certain humour qui essaye de naître, mais c'est plus le même qu'avant. Jamel, lui, qui est arrivé sur Canal+, avec ses mini-séries, son concept et plein de choses qui l'ont rendu culte au début des années 2000, et ben forcément, c'est plus le même Jamel qu'on retrouve. Certaines blagues essayent d'être un peu pareilles, mais c'est plus cet esprit Canal qu'on avait avant. Et c'est ça qui a changé entre avant et maintenant. Maintenant, c'est quoi Canal+? Ben, Canal+, c'est une chaîne qui fait polémique, avec une réputation qui se dit plutôt à droite, de la droite, de la droite, de la droite, de la droite, avec, vu que c'est le groupe Canal+, avec CNews, avec C8, avec C-Star, plein de chaînes qui ne font pas forcément une bonne image pour la télévision française. Après, je vous dis jamais de regarder soit cette chaîne, soit l'autre. Vous êtes libre de votre choix. C'est vous qui avez la télécommande, donc c'est vous qui aurez le dernier mot. Je vous dis juste Canal+, avant c'était une émission, enfin Canal+, avant c'était une chaîne culte. Maintenant, il ne reste plus que le nom. Je compte sur vous pour me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous avez préféré, si vous avez une anecdote par rapport à cette chaîne-là, si vous avez une émission préférée ou non, qu'est-ce que vous aimeriez retrouver sur cette chaîne-là, quelle émission vous aimeriez voir disparaître, voir apparaître, voir revenir sur Canal+, ou sur une autre chaîne, mais de ce groupe-là. Voilà, donc vous me dites dans les commentaires. D'ailleurs, la vidéo a fait le tour. Je ne sais pas si on fera une partie 2, je pense avoir fait un bon ensemble, une bonne rétrospective. Alors c'était Nico, passez une bonne matinée pour les leftos, une bonne soirée pour les couches tard. Et comme disait notre cher PPD en 2000... Vous regardez trop la télévision et ah ciao, bonsoir. You fuck my wife. Prends ça, tiens,